Le commerce de la morue, c'est très lucratif, on le sait. On ne pense pas toujours, cependant, qu'il y a beaucoup d'activités connexes autour de ça. On voit encore aujourd'hui des superbes constructions en Gaspésie, comme sur le banc de Passepébiac, le fameux Bibi, par exemple, ou encore à L'Anse-au-Griffon, le manoir Le Boutillier. À Pointe-Saint-Pierre, il y en a également. L'architecture, ça va marquer la Gaspésie, l'architecture des Anglo-Normands. Mais c'est beaucoup plus que ça aussi. On dit souvent de la Gaspésie que c'est une région ressource. C'est peut-être vrai au 20e et au 21e siècle. Mais au 18e et au 19e siècle, on finit nos produits et l'activité maritime qu'est la pêche à la morue génère beaucoup de travail dans le secteur secondaire et tertiaire. D'abord, en plus de pêcher, une fois qu'on est arrivé au bord, eh bien, il faut décharger la morue. Il faut bien entendu les viscérer, les têter, et après coup, on la met dans le sel pendant plusieurs jours, on la ressort, on l'étend sur les vigneaux, des espèces d'étals pour que ça sèche au soleil, ou encore sur la grave, sur les galets. Et il faut en moyenne une vingtaine de jours pour que ça sèche au soleil. On peut donc en avoir de meilleure qualité et de moins bonne qualité. Tout ça est démêlé après coup, empaqueté dans des espèces de tonneaux qu'on appelle des boucaux. Donc, ça crée beaucoup d'activités dans le secteur secondaire. Mais il faut savoir aussi que cette morue-là, elle est expédiée un peu partout. Pas un peu partout au Québec ou au Canada, un peu partout sur les bords de l'Atlantique, en Amérique du Sud ou en Europe. Et pour ce faire, pour exporter cette morue, eh bien, on va construire en Gaspésie même, et ici, à la charpenterie de Passepébiac, eh bien, on va construire des navires d'envergure. Souvent des navires de plus de 100 pieds de long, des 3 mâts, des transatlantiques de l'époque. Et on va remplir ça de morue salée séchée dans des boucaux, des espèces de tonneaux, et ça va partir presque aux 4 coins du monde. Ben oui, on construit les bateaux en Gaspésie, mais si on coupe le bois de la Gaspésie pour construire les bateaux, on fait aussi les voiles en Gaspésie, ici même à Passepébiac. Et si on n'a pas de mine de fer en Gaspésie, ben on importe le fer à l'état brut et on fait nos propres clous. On fait même des clous carrés. Pourquoi des clous carrés? Parce que, contrairement aux clous qui sont ronds, ça empêche le bois d'éclater. Donc, c'est toute une technique que la construction maritime. Et on a des vrais maîtres charpentiers ici. Quand on parle de charpentier, aujourd'hui, on pense beaucoup plus à un charpentier ordinaire qui travaille sur la construction. Un charpentier maritime, là, ça se compare à un architecte aujourd'hui. Ce n'est pas un 2 de pique, c'est très rare et on les cherche. Les gros bateaux remplis de morue partent de la Gaspésie, particulièrement de Passepébiac, mais aussi de grandes rivières de Percé ou de Gaspé, remplis à ras-bord de morue, peuvent partir le printemps, ils peuvent partir l'été ou l'automne. Avec la morue de première qualité, on se dirige vers l'Espagne, le Portugal et l'Italie en particulier. Rendu là-bas, on décharge la morue et à bord, on met autre chose. Ces navires-là doivent toujours être remplis. Qu'est-ce qu'on met à bord? Eh bien, si on est au Portugal, par exemple, on peut mettre du Porto. On remplit le navire de Porto, puis on s'en va vers l'Angleterre. C'est le commerce triangulaire. Rendu en Angleterre, on décharge le Porto, et puis là, on va mettre des outils, des chemises, du vêtement pour
le traverser l'autre bord de l'Atlantique. On repart de l'Angleterre et on revient en général à Passepébiac. À partir de Passepébiac, on décharge le bateau et on met les cargaisons sur des goélettes. Ces goélettes-là vont être envoyées vers Halifax, Québec, Montréal pour vendre les produits. À l'époque, Québec-Montréal, ce sont les régions éloignées. D'autres navires vont être envoyés vers les Antilles ou vers le Brésil. C'est là qu'on envoie la morue de seconde qualité. Cette morue-là, qui est quand même bien comestible et nutritive, elle va servir à nourrir les esclaves des Antilles, les esclaves du Brésil. On ne le dit pas souvent, mais le Brésil est le pays qui a importé le plus d'Africains comme esclaves, 4 millions. Ça fait du monde à nourrir. Et bien entendu, ces gens-là ont fait des enfants. Qu'est-ce qu'on va charger rendu au Brésil? On peut charger, par exemple, du café ou de la canne à sucre. Même principe si on part de la Gaspésie pour les Antilles. Aux Antilles, qu'est-ce qu'on va prendre? Encore là, on peut charger le bateau pour le retour de rhum et de mélasse. La mélasse, c'est lourd et ça fait un bon lest. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette mélasse au retour? Eh bien, un peu ce qu'on a tous connu un jour, que nos grands-parents consommaient énormément, la fameuse mélasse qui arrivait en Gaspésie sur les bateaux. C'est pour ça qu'on retrouve un peu partout au Québec des consommateurs de mélasse pendant presque 200 ans. Le fameux commerce triangulaire de la morue va engendrer en Gaspésie au 19e siècle un boom économique absolument extraordinaire et qu'on ne mentionne pas assez souvent. Ce boom économique va à son tour engendrer un boom démographique. Ça va tellement être fort qu'il y a 11 consulats qui vont s'installer à Gaspé. Des consulats là, en Gaspésie, là, c'est assez phénoménal. Le consulat de l'Espagne, du Brésil, du Portugal, de la Norvège, des États-Unis. L'ancien restaurant L'Ancêtre à Gaspé, c'était le consulat de l'Espagne à l'époque. Le motel Plante, c'est le consulat des États-Unis. Si ce commerce engendre tellement d'activités, bien, automatiquement, des gens vont venir s'installer. C'est pourquoi bon nombre de personnes de l'extérieur de la Gaspésie vont migrer vers la Gaspésie. C'est le cas de mes ancêtres Thibault, qui dans les années 1840-1850 arrivent à Percé. Ils vont s'installer là-bas. C'est le cas de milliers d'autres aussi. Juste dans le comté de Gaspé, entre 1851 et 1871, en 20 ans, la population va augmenter de 100 %. On aimerait bien voir ça aujourd'hui.